fais de la blockchain et ce soir, je vais vous parler de Headdroid, qui va vous permettre, depuis votre application Android, de vous connecter à la blockchain Ethereum. Donc avant tout, pour qu'on soit tous sur la même base, je vais faire quelques rappels autour de la blockchain, de la notion de blockchain. Donc qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est une technologie, un ensemble de mécanismes qui vont permettre d'instaurer de la confiance entre différents acteurs qui n'ont a priori ou qui ont des problèmes de confiance les uns envers les autres durant leurs échanges. Donc il y a un certain nombre de notions qui sont sous-jacentes, qui sont listées juste en dessous et sur lesquelles je vais revenir au fur et à mesure. Donc la blockchain, c'est ce qu'on appelle un registre. Donc c'est un livre ouvert qui va contenir de la donnée. Ce livre, il peut être public, c'est-à-dire consultable par tous, en lecture et en écriture, ou alors il peut être privé ou semi-privé, avec des accès plus restreints. Si on voulait mettre en place, avec un système centralisé, ce type de registre, on ferait une base de données dans laquelle que l'on mettrait dans un serveur, et avec lequel communiqueraient les différents acteurs autour de ces données. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes qui sont issus de cette architecture, c'est notamment la faiblesse lors de différentes attaques, ou encore un problème qui peut exister, c'est la gouvernance autour des données qui sont dans le serveur, qui a la légitimité d'aller modifier les données qui se trouvent dans ce serveur. Avec la blockchain, on passe sur un autre type d'architecture qui est totalement décentralisé. Donc il est basé sur un réseau peer-to-peer, c'est-à-dire que chaque utilisateur de la blockchain va être connecté via sa machine ou son device en direct l'un avec l'autre. De plus, dans chaque machine, on va retrouver une copie du registre. Ça va permettre de créer naturellement de la redondance, de totalement décentraliser le service, de créer de la transparence et avoir quelque chose de partagé et totalement désintermédié. On va se passer de cet intermédiaire qui est à la base propriétaire des serveurs. Le registre, il a besoin d'évoluer. Donc il va passer d'un état A à un état B grâce à un consensus. Donc le consensus, c'est juste un mécanisme qui va permettre de faire évoluer le registre de manière totalement décentralisée, sans avoir de réunir autour de la table toutes les personnes pour qu'elles votent sur le futur état de la blockchain. Donc là, on peut, de manière totalement décentralisée, prédire le prochain état. Donc il existe plusieurs types de consensus. Donc je les ai listés sur la droite. Il y a le Proof of Work qui est la plus réputée aujourd'hui, enfin la plus utilisée, c'est notamment celle qui est utilisée dans le Bitcoin, et je pense que vous connaissez. Et c'est celle qui fait parler d'elle du fait qu'elle soit énergivore. Si on regarde un peu plus niveau structurel, comment ça se passe sur la blockchain? Donc en fait, la blockchain, c'est un enchaînement de blocs, comme son nom l'indique. Dans chaque bloc, on va retrouver plusieurs informations. On va retrouver des données, donc ce qu'on appelle des transactions, et également une référence vers l'identifiant du bloc qui le précède. Donc en fait, ce chaînage, ça va permettre de créer une chaîne qui est totalement immuable. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Donc c'est issu de différentes technologies donc de sécurisation, grâce notamment aux fonctions de hachage qui vont nous permettre de générer des identifiants pour chaque bloc. Et donc c'est en ajout seul. On ne va pas pouvoir revenir en arrière, parce que si on voulait revenir en arrière, il faudrait refaire valider via le consensus toutes les données qui suivent ce bloc, et ce qui pourrait être fortement compliqué en fonction du protocole qui est utilisé. Et surtout, ça ne passerait pas inaperçu. Cette slide pour vous dire qu'il n'existe pas une seule plateforme, il en existe tout un tas. La blockchain, c'est un protocole, enfin c'est des notions abstraites, et il y a différentes implémentations. Les plus connues sont Bitcoin, Ethereum, et suivies de près par pas mal d'autres plateformes. Ce sont différentes instances. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut stocker dans la blockchain? Je les ai regroupés en 3 grandes catégories. On va retrouver des échanges de valeurs. Donc c'est le cas de Bitcoin. On va échanger d'un portefeuille virtuel A à un portefeuille virtuel B de la monnaie virtuelle. Donc dans la blockchain, on va stocker justement ces transactions de compte à compte. On peut stocker également des preuves de possession. C'est le cas par exemple d'une école d'ingénieurs sur Paris qui a décidé de hacher, grâce à des fonctions d'hachage, les diplômes de ses étudiants et de les injecter lors de leur réception dans la blockchain. Comme ça, a posteriori, du fait de l'immuabilité de la technologie, ils vont pouvoir prouver à n'importe qui qu'ils ont bien obtenu leur diplôme via ce hash.
Et enfin, on va pouvoir stocker la partie la plus intéressante pour moi, les smart contracts. Donc en fait, c'est du code qui va pouvoir s'exécuter de manière totalement décentralisée, et non pas comme dans l'architecture qu'on a vu tout à l'heure, sur un seul et même serveur. Donc là, je vais revenir un petit peu plus en détail sur ce fonctionnement. Ça va notamment nous permettre de créer des services qui vont se passer des intermédiaires et qui vont connecter les utilisateurs les uns aux autres. En fait, on va créer une logique métier de notre service, on va le déployer dans la blockchain, et en fait, du fait de la transparence de la blockchain, ce service va s'exécuter tout seul et de manière totalement transparente. On va pouvoir voir pas à pas comment le service est exécuté, donc il n'y aura plus de triche possible, c'est totalement open source. Maintenant, si on zoome sur Ethereum, parce que finalement Android, ça nous permet de nous connecter à Ethereum. Ethereum, c'est une plateforme qui est plus jeune que Bitcoin, qui est née en 2013 par un jeune Canadien qui était fan de Bitcoin, mais qui trouvait que Bitcoin avait ses limites. Et il a dit qu'on pouvait faire bien plus avec la technologie blockchain, on pouvait carrément exécuter du code. Donc l'idée, c'était d'avoir une plateforme qui est dédiée à l'exécution de ce code. Donc aujourd'hui, il existe 3 instances d'Ethereum, parce que finalement, Ethereum, c'est une organisation qui définit des grands principes de fonctionnement des smart contracts. Et ces grands principes, ils ont été implémentés dans différents langages. Et il existe plusieurs plateformes distinctes qui ne sont pas compatibles les unes entre elles. Donc parmi ces plateformes, on va retrouver une principale, sur laquelle la monnaie virtuelle qui permet de faire vivre cette plateforme a une valeur d'échange. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, c'est à 265 € l'unité. Donc c'est loin de la valeur du Bitcoin. Mais c'est pas le principe de base, c'est d'exécuter des smart contracts. Et 2 autres de tests donc, qui vont permettre de justement tester notre service avant de le déposer sur la plateforme principale pour pouvoir vérifier qu'il s'exécute correctement. Donc comme je disais, il y a plusieurs implémentations dans différents langages. On va retrouver une implémentation en Golang, une implémentation en C++, en Python, et également en Rust, mais il existe des implémentations dans d'autres langages. Voilà les principales. Golang, ça va être l'implémentation la plus populaire, la plus utilisée, la plus documentée. Et c'est celle sur laquelle se base Android. Donc c'est pour ça qu'on va parler tout de suite de Android. Donc Android, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie Android qui va s'interfacer avec le binaire fourni par la communauté. En fait, la GoEthereum, qui est le projet Golang d'Ethereum, fournit une Android archive qui contient plusieurs choses. Tout d'abord, le protocole en Golang, ensuite une interface GoJNI, qui va permettre au Java de communiquer directement avec le Golang, et un wrapper. Le wrapper, ça va être tout un ensemble de classes Java directement appelables par le développeur. Le problème, c'est que ce wrapper, il a été généré à partir du code Golang. Donc c'est une interface qui est extrêmement brute et très difficile à prendre en main pour un développeur lambda qui ne veut pas se prendre la tête avec la complexité de la blockchain. C'est pourquoi on a décidé de créer Android, cette librairie qui va permettre facilement aux développeurs de créer un nœud, d'instancier un nœud dans son device et surtout de communiquer avec les smart contracts. Parce qu'il y a un truc qui est énorme, c'est que GoEthereum fournit un binaire donc, pour permettre de se connecter à la plateforme Ethereum qui est censée héberger des smart contracts, mais malheureusement, ce n'est pas leur priorité ce binaire mobile, donc la fonctionnalité de communication avec un smart contract, elle ne fonctionne pas. Donc c'était notre plus grand frein lorsqu'on voulait utiliser cette technologie. Donc nous, grâce à Android, on a réussi à faire fonctionner cette communication avec un smart contract. Android, donc on l'a fourni sous la forme d'une Android archive. Elle va permettre plusieurs choses, donc de rendre moins brute l'interface de communication avec le nœud GoEthereum. Elle va permettre de gérer plus facilement le multithreading avec RxJava 2 notamment. Et elle va permettre une gestion des erreurs plus affinée dans le sens où il peut y avoir des erreurs côté Golang qui ne sont pas forcément remontées avec le binaire d'origine. Et toute cette librairie est totalement open source et disponible dès aujourd'hui. Donc là, peut-être que vous êtes dans cette situation et j'aimerais vous prouver le contraire, que ce n'est pas si complexe que ça à utiliser pour un développeur lambda. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser le cas du vote. Donc l'idée, c'est de créer un smart contract de vote qui va permettre de voter via la blockchain de manière totalement transparente. Donc après, les différents acteurs autour de ce contrat de vote, ils vont plus pouvoir
nier l'existence des résultats et surtout leur valeur. Il n'y aura aucune triche possible étant donné que le smart contract va s'exécuter en totale transparence sur la blockchain. Et là, l'idée intéressante, c'est que plutôt que d'avoir un device qui se connecte à un nœud de la blockchain, du réseau peer-to-peer, on va avoir directement le nœud de la blockchain dans le device. Donc la première partie, c'est de définir la logique métier de notre smart contract. Donc là, à gauche, il y a le code utilisé. Donc c'est un smart contract très simple qui est implémenté en Solidity, qui est un langage officiel supporté par Ethereum. Donc on va définir une structure de type contract avec un nom particulier. À droite, on va voir l'interface utilisateur. Donc dans l'interface utilisateur, on va pouvoir retrouver un label qui correspond à la question. Et ce label, il va être haché par le créateur du vote, passé dans une fonction d'hachage et déposé dans le smart contract. Ça va permettre à l'utilisateur et aux votants de s'assurer que le label qui est affiché sur son écran, c'est bien celui qui a été défini par le créateur du contrat de vote. On va voir deux boutons, donc c'est un contrat de vote très simple sur lequel il y a deux choix possibles, et ces deux choix ils sont retranscrits sur le contrat par deux compteurs qu'on va incrémenter en fonction de l'appel de la fonction de vote. Ensuite, il y a trois attributs qui sont un mapping qui permet de savoir si un utilisateur qui appelle la fonction de vote a déjà voté ou non, un événement qui va permettre d'être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau vote qui est effectif sur la blockchain, sur ce contrat de vote, et un constructeur qui va permettre au créateur d'une instance du smart contract de définir l'identifiant haché du label utilisé pour la question. Et pour terminer, une fonction de vote qui va être directement linkée à un bouton sur l'interface. Et donc, à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le bouton, il va appeler cette fonction de vote. Il va prendre en paramètre donc, un booléen qui dit que si la personne n'a pas déjà voté, donc c'est ce qu'on voit à la personne, c'est message.sender, c'est la personne qui appelle la fonction de vote, alors, s'il a choisi, s'il a passé true en paramètre, alors on incrémente yes, sinon on incrémente no. On déclenche un nouvel événement, et on passe dans le mapping à true, pour dire que la prochaine fois, il ne pourra pas voter. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ce smart contract, il suffit de le déposer sur la blockchain, donc de le compiler et de le déployer sur la blockchain. Et à partir de ce moment-là, on va récupérer une adresse, et le smart contract sera exécutable. Ensuite, côté développement Android, on va commencer par importer la librairie. Donc l'AR est disponible sur JCenter, vous pouvez le télécharger grâce à ces deux dépendances. Donc la première dépendance, c'est head-droid, c'était le module qu'on voyait à gauche sur le schéma précédent. Donc c'est vraiment notre archive qu'on fournit, qui s'interface avec le développeur. Et il y a le binaire fourni par la communauté Ethereum, qui est org.ethereum.guess. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de décorréler ces deux dépendances pour pouvoir faire évoluer Guess indépendamment de la librairie head-droid. Parce que finalement, head-droid se base sur l'interface exposée par Guess. Et Guess va, par exemple, très peu faire évoluer son interface, mais va faire beaucoup de bug fix ou d'améliorations internes dans le protocole Golang, dans l'implémentation en Golang. Donc on n'avait pas envie de devoir mettre à jour la version Android à chaque fois que Guess sortait une nouvelle version. Ensuite, il faut demander deux permissions via le manifeste. Donc il y a la permission d'accéder à Internet, étant donné qu'on est sur un réseau peer-to-peer. Et il y a l'autre permission, c'est l'écriture sur stockage. On doit écrire les données de la blockchain en mémoire. Une fois qu'on a fait ça, on va définir l'instance sur laquelle notre device va se connecter. Là, je vous avais parlé tout à l'heure de trois instances, donc la principale et de test. Donc pour cela, on va appeler le builder de head-droid, auquel on va lui passer un chemin qui va correspondre en fait à l'endroit sur notre espace de stockage dans lequel on va stocker les données de la blockchain. Et on va appeler donc onPublicNetwork en lui disant, voilà, avec une énumération sur laquelle de ces trois plateformes on souhaite se connecter. Ensuite, on build, on obtient une référence vers ce nœud qui a été configuré. Et enfin, on peut faire un start. Et à partir de ce moment-là, le device va se connecter directement aux autres nœuds du réseau, en fonction de la plateforme qu'on a choisie. Donc il existe Homestead, Ropsten et Rinkeby. Homestead, ça va être la principale. Ropsten et Rinkeby, ce sont les deux de test et qui diffèrent en fait en fonction du protocole de consensus justement qui est utilisé.
Ensuite, étant donné qu'on est sur l'exécution de code, à chaque fois qu'on exécute une fonction, il va falloir dépenser de l'argent. Donc pour cela, il faut posséder de l'argent. Et cet argent, on le possède et il est déposé, il est déverrouillable, il est utilisable grâce à un wallet. Donc il faut absolument créer un wallet à l'intérieur de notre application Android. Donc pour cela, on crée un gestionnaire de clés auquel on passe un chemin donc qui correspond à l'endroit sur l'espace de stockage où on va stocker justement nos clés qui vont nous permettre de déverrouiller l'accès à notre portefeuille virtuel. Et on va lui dire sur notre gestionnaire de clés, crée-moi un nouveau compte et débloque-le automatiquement. Donc on va lui dire, tu pourras le débloquer grâce à ce mot de passe passé en paramètres. On va pouvoir récupérer plusieurs informations, notamment son adresse publique, donc son identifiant public, qu'on va pouvoir communiquer à d'autres acteurs du réseau pour pouvoir récupérer de l'argent. C'est une solution pour avoir de l'argent. Et enfin, on va pouvoir également, donc ça c'est par exemple l'exemple typique d'une fonction qui n'est pas fournie par le binaire de guess, et qui est pourtant toute bête et vraiment utilisable, qui est nécessaire au quotidien, c'est récupérer le solde de monnaie virtuelle que l'on possède et qui est associé à ce wallet. Donc on lui fournit l'identifiant public et on récupère, sous la forme d'un double, la valeur de crypto-monnaie. Ensuite, étant donné que d'un côté on a du Solidity, donc qui n'est pas compatible directement avec du Java, il faut pouvoir, depuis le Java, appeler les fonctions de Solidity, du smart contract Solidity. Donc pour cela, on a décidé de mettre en place une syntaxe particulière, c'est-à-dire qu'on va devoir créer une interface de notre contrat en Java, qui étant d'un type particulier, un type contrat. Et dans cette interface, on va retrouver les fonctions en Java qui correspondent aux différentes fonctions qu'on peut appeler sur notre smart contract. Donc il y a la fonction de vote, enfin l'événement de vote auquel on va pouvoir souscrire, les fonctions qui permettent de récupérer la valeur du compteur, et la fonction de vote que l'on va pouvoir appeler et que je vais vous montrer juste après. Du coup, ensuite, on va terminer par un vote. Donc, on va appeler headDroid, donc qui est notre instance, notre nœud courant, et on va lui dire, vas-y, construis-moi mon instance de contrat au format Java, à partir de cette interface Java. Et lorsque tu appelleras ces fonctions, tu les rediriges vers cette adresse publique. En fait, c'est l'identifiant public de notre smart contract, celui qui nous est fourni lorsque l'on déploie le smart contract sur la blockchain. Ensuite, à partir de cette instance de vote, on va pouvoir appeler la fonction newVote, justement, et on va dire, voilà, grâce à RX Java, de souscrire à chaque fois qu'il y a un nouvel événement qui apparaît et qui concerne ce smart contract en particulier. Et on va pouvoir faire réagir notre interface en fonction. Ensuite, on va pouvoir récupérer donc, la valeur des compteurs, donc c'est les deux lignes qui suivent, qui vont nous permettre par exemple de récupérer la valeur actuelle, le nombre de résultats actuels pour la réponse oui ou la réponse non. Et pour terminer, on va appeler la fonction de vote, qui est encapsulée dans un type particulier, qui nous permet d'encoder la valeur true pour pouvoir être comprise par la blockchain. On va dire qu'on souscrit et qu'on souhaite être notifié lorsque cette fonction aura été écrite dans la blockchain et lorsqu'elle aura été prise en compte, donc lorsque notre vote sera finalement pris en compte par la blockchain. Et on va souscrire, et avec RX Java, c'est pareil, on va obtenir un événement lorsque notre vote aura été pris en compte. Et on va pouvoir faire réagir notre vue en fonction. Donc pour terminer, je pense que cette librairie a un bel avenir. Donc elle est relativement jeune, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais pour l'instant elle est opérationnelle. Mais en fait, du fait de la dynamique de la plateforme Ethereum, il y a encore beaucoup de sous-sujets qui existent et qui vont apparaître et sur lesquels il faudra adapter la librairie headDroid. Et notamment son petit frère headiOS qui va permettre depuis un device iOS de communiquer et de faire exactement la même chose qu'avec headDroid. Donc c'est totalement open source, on est à l'écoute des développeurs et on compte sur vous pour nous rejoindre, et si vous voulez participer au développement de ce projet, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc pour cela, je laisse différents points de contact, donc notre site internet qui va vous rediriger vers la page GitHub,
Et donc mes contacts perso, mon Twitter, mon GitHub, et la dernière icône pour vous dire que je fais partie de l'organisation du Meetup Blockchain et Société Nantes. Donc on organise 2 fois par mois un meet-up sur le sujet de la blockchain, de la transparence et des crypto-monnaies. Donc je vous invite tous à venir si vous êtes intéressés par le sujet. Merci pour votre écoute. Donc si vous avez des questions... Talk. Je voulais savoir comment ça fonctionne, le principe de se synchroniser avec la blockchain, puisque le téléphone devient un nœud. Comment est géré l'espace de stockage du téléphone ou le cache pour éviter que ça explose la mémoire? Oui, alors ça c'est vrai que c'est un truc que j'évoque pas dans ma présentation, mais en fait le binaire fourni par la communauté, le binaire GoEthereum, il est paramétré pour fonctionner en mode plus léger. Donc en fait, lorsqu'il va se connecter au réseau blockchain, il ne va pas récupérer toute la blockchain comme le font les nœuds lourds, les nœuds qu'on va retrouver dans des PC, dans d'autres architectures plus importantes, avec plus d'espace de stockage. Là, il va récupérer qu'une partie de la blockchain, les derniers états de la blockchain, pour pouvoir finalement proposer des nouvelles transactions qui sont cohérentes avec le passé. Et donc c'est pour ça qu'il va nécessiter beaucoup moins de bandes passantes et d'espace de stockage. Dans les spécifications de GoEthereum, justement pour ce mode léger de GoEthereum, il y a donc comme objectif pour 1 mégabit de bande passante et également 1 méga de stockage lorsque l'on démarre le nœud. D'accord, merci. Vous n'avez pas plus de questions? Oui. Oui, tout à l'heure, tu as dit que pour pouvoir voter, il fallait créer un wallet. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas de crypto-monnaie, ils ne peuvent pas voter, ou il y a des protocoles là-dessus? Là, actuellement, oui, il faut se rapprocher, justement, il faut remplir son portefeuille virtuel de crypto-monnaies pour l'instant. Mais après, il existe sûrement des solutions, mais pour le coup, ce sera centralisé, qui permettent justement à un intermédiaire de gérer cette partie finance. Mais là, si on veut être en totale transparence et totale décentralisé, forcément, il faut avoir un wallet avec un petit peu de crypto-monnaie pour l'instant. Enfin, moi, je ne connais pas d'autres solutions. Ouais. Merci. Tu parlais de vote unique et une personne ne peut pas voter 2 fois. En fait, tu parles de device ou tu parles de personnes? Comment tu contrôles l'identité du votant? Alors ça, c'est une question sur laquelle on s'est pas mal cassé la tête, justement, pour savoir qui a le droit de voter sur mon contrat, qui n'a pas le droit de voter. L'idée, là, dans un contrat de vote, c'est finalement de faire confiance à l'exécution du smart contract et donc aux résultats qui apparaissent à la fin du vote. Et donc l'idée, c'est de fournir quand même notre identifiant public à un administrateur, au créateur du vote. On va pouvoir stocker la liste des personnes qui ont le droit de voter dans le smart contract. Par exemple, en changeant le booléen du mapping pour chaque identifiant qui a le droit de voter, en le passant à true pour qu'il ait le droit de voter. Mais forcément, cette fonctionnalité nécessite de transmettre, avant de voter, l'identifiant public qui va nous permettre avec lequel on va voter. Ouais, juste une question complémentaire. Par rapport à l'expérience que tu as eue en développant cette librairie, aujourd'hui, tu estimes que c'est quelque chose de complexe à appréhender par des développeurs, ou ils peuvent développer une application assez rapidement? Où se trouve aujourd'hui la complexité? Parce que ce que j'ai compris, c'est ce que tu as développé, ce que vous avez développé, c'est justement une couche supplémentaire qui permet de réduire un peu la complexité. Oui. Donc,
Qu'est-ce que ça fait gagner? C'est du temps, c'est du débugage Bah là, typiquement, en 4 lignes de code, on a réussi à instancier un nœud de la blockchain. Donc je considère que c'est quelque chose qui est relativement facile du coup à faire. Après, si on veut mettre en place tout un service comme ça, il faut prendre le temps quand même de savoir comment on fait un smart contract, comment on le déploie sur la blockchain. Parce que l'idée aussi, c'est, pour l'instant, c'est pas possible avec Android, typiquement, de déployer un smart contract. Mais à l'avenir, ce sera une possibilité. Donc voilà, il y a plusieurs... si on veut simplement se connecter à un service qui existe sur la plateforme, c'est hyper simple pour le développeur lambda.